Je vais parler des lois de bioéthique et génétique côté éthique, et j'ai choisi de vous refaire un petit peu rapidement un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans la mise en place de ces lois de bioéthique à travers le travail du CCNE, puisque j'ai la chance d'être membre du CCNE dirigé par Jean-François Delfrécy. Donc, qu'est-ce que la bioéthique ? Rapidement, bien évidemment, c'est une éthique, un questionnement appliqué aux problèmes soulevés par les progrès de la science, de la vie et de la santé. Et les applications qui en découlent permettent de mettre en place de nouvelles demandes sociétales. Et la question qui se posait au CCNE lorsqu'on a mis en place les états généraux de la bioéthique pour définir notre avis pour les lois de bioéthique, c'était quel monde voulons-nous pour demain ? En sachant qu'on s'est assez rapidement rendu compte, évidemment tout le monde le sait, qu'il y a un grand écart entre ce qui est techniquement possible et ce qui est éthiquement souhaitable. Et bien sûr, l'histoire des bébés chinois l'année dernière en est un très bon exemple. Alors, il y a tous les principes qui régissent les discussions éthiques, la non-nuisance, la pertinence, la bienfaisance de l'équité, mais également l'autonomie. Et quand on va parler de génétique, pour les gens qui n'y connaissent pas grand-chose, c'est vraiment une notion très importante. Bien sûr, le respect de la dignité de la personne humaine, la non-commercialisation du corps humain et de ses éléments, la gratuité du don, l'anonymat du don, qui sont des principes intangibles du droit français. Et on le voit à travers les grossesses pour autrui et tout ce que ça a impliqué, qu'on est loin de pouvoir ne pas respecter ces règles. Et puis, il y a quelque chose qui est revenu souvent dans toutes les discussions, c'est l'éthique de vulnérabilité. Et il est apparu, plus que dans les autres révisions des lois de bioéthique, que c'était une notion très importante. Donc pourquoi faire les lois de bioéthique ? La finalité de la loi, c'est dégager un cadre qui concilie la libre pensée scientifique et le respect de la dignité des personnes et du bien commun. Et le débat démocratique est indispensable parce qu'il permet de dégager des valeurs communes qui fondent les règles de vie en société. Et on a bien vu à travers les états généraux que beaucoup de gens avaient besoin de s'exprimer et qu'il est important, quand on met en place ce type de loi, d'écouter tout le monde. Très très rapidement, comment tout s'est passé ? Il y a eu d'abord les états généraux de la bioéthique avec un vrai débat public, et cette année c'était au CCNE d'organiser le débat. Donc on a assisté à des nombreuses auditions. L'avis 129 a été donné en septembre 2018, j'ai l'impression que c'était hier. Ensuite, il y a eu l'avis du Conseil d'État, l'avis de l'OPEX. Le texte a été discuté une première fois à l'Assemblée, et le texte a été adopté en première lecture à l'Assemblée en octobre 2019, ça fait déjà un an. Et depuis, le Covid n'a pas aidé évidemment, il y a des débats entre première lecture à l'Assemblée, deuxième lecture. Entre-temps, c'est passé par le Sénat. Et donc, on en est, sauf erreur de ma part, il y a eu la fin de la deuxième lecture à l'Assemblée, et donc maintenant, ça repart au Sénat. Il va y avoir la lecture de la commission du Sénat, puis la lecture du Sénat entier, et potentiellement une commission mixte paritaire, et peut-être éventuellement, fin de l'année, ou en tout cas à l'été, la promulgation de la loi. Donc, c'est un processus extrêmement long, avec de nombreuses auditions. Alors, les lois de bioéthique, en 2011, il a été dit que c'était tout l'article, en fait c'est régi par un des articles du Code civil, et cette année il fallait qu'il y ait un débat public, d'où l'idée des états généraux. Qu'est-ce qu'on a tiré des états généraux ? Donc je vous l'ai dit, on a auditionné plus de 200 personnes. C'est un débat public avec une réflexion éthique, et ce qui est ressorti, c'est un besoin essentiel d'information et de formation pour les citoyens. C'est des sujets extrêmement complexes. La PMA, c'est plus un sujet sociétal, et donc c'était peut-être un tout petit peu plus facile à comprendre par nos concitoyens. Quand il s'agit de génétique ou de recherche sur l'embryon ou de neurosciences, ça se complique. Et j'avoue franchement, moi je suis obstétricienne, dans les débats qu'on a eus au sein du CCNE, il y avait certains débats, j'avais même du mal à pouvoir donner un avis alors qu'on était quand même supposé savoir de quoi on parlait. Il faut expliquer les thématiques de recherche, les objectifs, les résultats attendus. Et il y a un énorme travail de pédagogie à faire de notre part scientifique pour expliquer à la population générale les différents sujets. Besoin d'approfondir les connaissances sur les conséquences des changements, en particulier dans le domaine de la santé publique, et puis prendre conscience de l'évolution des transformations qui s'opèrent au sein de la société. Il y a des divergences sur les sujets sociétaux, mais le but, bien évidemment, c'est d'obtenir un socle commun pour que ces lois puissent convenir à un maximum de personnes. Et ce qui est ressorti également
et le Covid, ça c'était avant le Covid, c'était une certaine défiance des patients vis-à-vis des soignants. Donc vous imaginez bien que le Covid n'a pas aidé, mais clairement, la vision des citoyens change un petit peu en ce qui concerne la crédibilité des soignants. Ce qui ressortait également beaucoup, c'est remettre la place de l'humain au cœur du système de santé. C'est pas seulement un acte, le soin, c'est l'écoute. Questionnement de la société sur le système de santé, la place du citoyen usager dans le gouvernement, dans la gouvernance de l'hôpital de demain. Et ça, on a tous, vous savez tous, des demandes des associations de parents pour faire partie des différentes instances décisionnaires. Et puis, une fois de plus, le respect, la logique de respect de la personne. Donc, l'avis 129 a couvert énormément de champs que je ne vais pas vous détailler ici, et juste je vais vous parler de ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire la génétique, la médecine génomique et un tout petit peu de diagnostic prénatal, d'abord parce que c'est ma spécialité, mais aussi parce que certains d'entre vous y sont confrontés. Donc, à travers les états généraux, d'abord, ce qui est ressorti pour la médecine génomique, c'est qu'il y avait donc le développement de nouvelles techniques d'analyse, d'ingénierie génomique, de séquençage, et que beaucoup de gens étaient complètement perdus, et que finalement, ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que le sort de chaque personne est loin d'être scellé dans ses gènes, donc il n'y a pas que la génétique. Les usagers ont bien insisté sur l'interprétation des résultats qui inclut une part de probabilité et d'incertitude, et ça c'est très compliqué à expliquer. La question du secret médical, le respect de l'intimité des personnes, comment on partage les données. Et j'imagine que vous avez largement abordé ce sujet dans ce très beau congrès. Et puis la médecine génomique, les examens génétiques, à la fois réduire l'incidence de certaines maladies génétiques graves, mais ne pas stigmatiser les porteurs des mutations et surtout ne pas diminuer la solidarité de la société pour prendre en charge ces maladies. Besoin d'informations encore sur ce que sont ou ne sont pas les examens de génétique, clairement un manque de connaissances. Choisir de savoir ou de ne pas savoir, on a eu beaucoup de discussions là-dessus. Nécessité d'un accompagnement et un encadrement des pratiques, et puis une certaine tension évidente au sein de la société entre crainte d'un eugénisme et volonté de réduire les souffrances. Et on va parler tout à l'heure du diagnostic préconceptionnel. Là, c'est typiquement le problème. C'est-à-dire à la fois, on veut réduire les souffrances, on comprend l'intérêt, mais on a tellement peur de l'eugénisme qu'on finit par prendre des décisions qui sont, en tout cas de mon point de vue, un peu étonnantes. Et puis, il faut aussi, il y a eu beaucoup de propositions pour faire évoluer la loi, typiquement sur le dépistage préconceptionnel, et puis une demande de renforcer la politique de santé concernant le handicap. Donc, le CCNE s'est prononcé assez clairement dans l'avis 129, et je remercie énormément Jean-François Delfrécy pour avoir été capable de tous nous mettre d'accord, à une ou deux exceptions près, donc il y a eu un petit avis minoritaire, sur ce qu'on souhaitait pour ces nouvelles lois de bioéthique. Et donc on avait souhaité que le diagnostic génétique préconceptionnel puisse être proposé à toute personne en âge de procréer qu'il souhaite, après une consultation spécialisée. On n'était pas rentré dans les détails parce qu'on n'a eu pas beaucoup de temps pour travailler, mais en tout cas pour certaines maladies héréditaires monogéniques graves, non polygéniques, et on considérait que c'était un acte médical de prévention qui serait pris en charge par l'assurance maladie. Pour ça, on était tous d'accord. En revanche, on est allé encore un peu plus loin en demandant de proposer d'examiner de façon plus approfondie les possibilités d'extension du dépistage génétique à la population générale, ou en tout cas que soient mis en place des projets de recherche pour rapidement évaluer ce type de pratique. Là, on était un peu moins tous d'accord. Donc le projet de génétique, assez rapidement, donc c'est surtout les articles 8, 9, 10. Pour les conseillers génétiques, il y a un topo après. C'est surtout donc, permettre la solidarité et la confidentialité dans le cadre d'une transmission d'une information responsable aux personnes à risque, les analyses post-mortem, si pas d'opposition au préalable, traçabilité du traitement des données, tout ça est extrêmement bien traité dans la loi. Information sur les données incidentes, ça c'est nouveau aussi, vous connaissez ça par cœur. Et puis la nécessité de mettre en place une passerelle entre somatique et constitutionnel, ce qui n'existait pas avant. Également, donc l'accès aux informations concernant les tiers donneurs et les enfants dans le cadre de dons, ça c'était également important. Et puis, très clairement, toute démarche à caractère publicitaire portant sur des examens de caractéristiques génétiques constitutionnelles est interdit. C'est écrit dans la loi, donc tous les tests génétiques récréatifs sont totalement interdits. Malheureusement, maintien de l'interdiction du dépistage génétique en population générale, pas d'élargissement
du diagnostic préconceptionnel. Et quand je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment une dichotomie entre on veut faire de la prévention, éviter les souffrances. Moi, je redis, alors qu'on fait du diagnostic prénatal dans notre pays, qu'on fait des interruptions médicales de grossesse pour des parents qui ont déjà eu un enfant porteur de mucoviscidose ou d'amyotrophie spinale, comment on peut concevoir de se dire il faut attendre d'avoir souffert, il faut attendre d'avoir un enfant handicapé pour avoir accès au dépistage prénatal. Mais ça, c'est mon opinion. Le dépistage néonatal, alors j'ai été assez surprise de voir que la commission du Sénat en première lecture demandait que ça ne soit pas pris en charge par l'assurance maladie, puis après ça a été retiré, donc pour l'instant c'est pris en charge et il y a une liste à revoir en fonction des progrès de la prise en charge des pathologies et ça je pense que c'est très important. Pour génétique et procréation, juste un petit mot sur le DPI-A. Donc je pense que tout le monde connaît, c'est l'idée que quand on fait une assistance médicale à la procréation, on va aller prélever une petite cellule sur un blastocyste pour regarder s'il y a des anomalies chromosomiques. Et on était beaucoup à demander que le DPI-A soit autorisé. Il l'est dans beaucoup de pays autour de chez nous, autour de la France. Et on a été très contents parce qu'en fait, ça n'avait pas été retenu à l'Assemblée. Le texte a été adopté par la commission du Sénat en première lecture qui autorisait le DPI-A. Et puis finalement, ça a été supprimé en première lecture au Sénat alors que la commission s'y était intéressée. Je ne pense pas que ça a été rediscuté à l'Assemblée nationale. Si ? Ah, mais c'est pas passé. Et non, voilà. Donc, pas d'autorisation des DPI-A, mais autorisation d'un projet de recherche. Vous allez me dire, c'est déjà ça, sauf que, encore une fois, on va avoir 3 ans de retard sur le reste de la planète, si ce n'est pas plus. Donc, il y aura un rapport d'évaluation. On donne 6 mois à Catherine Patra et à son équipe, une fois qu'ils auront fini le projet, pour donner les résultats. Ça veut dire qu'il y a encore des patientes qui vont passer par une PMA et qui vont avoir un enfant porteur d'une trisomie 21 et qui feront une interruption de grossesse, puisque le dépistage de la trisomie 21 dans notre pays n'est pas obligatoire, mais qu'il est fait par 89% des patientes. Et pour rappel, 99% des patientes qui attendent un enfant avec une trisomie 21 dans notre pays arrêtent la grossesse. Donc les professionnels sont divisés parce que peut-être que certaines indications semblent démontrées et pas d'autres, mais pour moi il y a une vraie perte de chance, ça aurait dû être autorisé, peut-être avec une population bien définie, c'est-à-dire les patientes un peu plus âgées, c'est-à-dire entre 35 et 40 ans qui ont le droit de faire une AMP parce qu'on sait que ces patientes ont clairement des embryons avec plus d'anomalies chromosomiques et la plupart de ces embryons, ce n'est pas de l'eugénisme, ils ne vont même pas s'implanter, c'est-à-dire que la fécondation in vitro ne prendra pas, elles vont faire des fausses couches. Donc voilà, c'est fort dommage, vous avez compris que ça n'ait pas été accepté. Et moi je pense, voilà, je vais le dire clairement, qu'il y a un vrai problème de compréhension par certains et qu'il y a eu grosse confusion parce que le DPI pour les aneuploïdies peut être fait chez certains couples quand un des couples est porteur d'une anomalie équilibrée. Et donc en fait je pense qu'il y a eu un peu de confusion. Bon, c'est peut-être un peu prétentieux de ma part de penser ça, mais que les gens n'ont pas compris la différence, en tout cas certains, entre DPI-A et DPI pour anomalie chromosomique et que ça a un peu entraîné des confusions. Juste un petit mot pour le diagnostic prénatal, pour ceux que ça intéresse. En fait, la définition du diagnostic prénatal dans les lois datait de 1994. Et la définition, rapidement, c'est le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales, y compris l'échographie obstétricale et fétale, ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le fœtus une infection d'une particulière gravité, 3 petits points, dans le but d'autoriser l'interruption de grossesse. Et on a demandé, en tant que Fédération des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, que ce texte soit modifié, parce qu'aujourd'hui, on fait des traitements in utero, on pose des ballonnets dans les trachées des fœtus qui ont une hernie de coupole diaphragmatique, on peut faire de la chirurgie in utero pour les myéloméningocèles, on peut faire des transfusions, on fait des lasers pour les transfuseurs transfusés. Bref, on traite aussi les enfants. On ne fait pas que des interruptions de grossesse quand on fait du diagnostic prénatal. On a été entendu. Les diapos seront accessibles. Vous pouvez relire la dernière définition qu'on a obtenue. Juste dommage qu'on ait laissé encore dans le traitement chirurgical, pour la dernière ligne, pour les enfants porteurs d'une affection d'une particulière gravité, parce que ça va être compliqué pour nous d'expliquer aux gens que leur fœtus a une pathologie d'une particulière gravité et qu'on va proposer un traitement et pas l'interruption de grossesse. Mais bon, c'est déjà très bien, on est très contents. La définition de notre métier n'est pas juste d'interrompre les grossesses. Très important, en fait, je me suis rendu compte, parce que moi je ne connais rien au droit, donc c'était une grande découverte pour moi, qu'en fait chaque mot compte. Et dans la première proposition de texte,
Pour le diagnostic anténatal, il était écrit que le prescripteur communique les résultats des examens, donc du diagnostic prénatal, à la femme enceinte et lorsqu'elle vit en couple, à l'autre membre du couple. Il avait été juste enlevé la petite phrase « si elle le souhaite ». Donc, juste une petite phrase oubliée ou volontairement non inscrite change complètement le paysage. C'est-à-dire que si pour chaque femme qui vient faire un diagnostic prénatal, il faut qu'on ait l'accord du conjoint pour procéder soit à une interruption, soit à un traitement, vous imaginez le recul par rapport à ce qu'on avait obtenu dans les lois antérieures. Donc c'est juste pour vous dire que chaque mot compte. Et ça a été accepté. Vous avez tous entendu parler, alors en 2 secondes c'est un peu rapide de parler de ça, mais je pense que c'est important, du tollé général sur le fait qu'a été accepté au milieu du mois de juillet un texte autorisant les interruptions de grossesse pour détresse psychosociale jusqu'à terme. Alors je vais être très claire, c'était déjà le cas avant. D'accord ? C'est simplement que le texte a été clarifié, mais on peut faire des interruptions de grossesse en France jusqu'à terme lorsque le fœtus est porteur d'une pathologie d'une particulière gravité, mais aussi quand il y a une pathologie maternelle dans laquelle se retrouvent les détresses psychosociales. Donc ce texte nous permet de prendre en charge les femmes dans de bonnes conditions, d'avoir une prise en charge la plus adaptée possible à des situations qui de toute façon sont absolument terribles, et simplement les députés ont, je pense, voulu clarifier une situation qui existe déjà et d'appeler un chat un chat. Et nous, ça nous permet de travailler dans de bonnes conditions. Évidemment qu'il n'y a pas d'abus, évidemment que lorsque fœtus est viable, c'est des discussions sans fin, que dans ces cas-là, il n'y a pas de bonne solution, mais au moins maintenant, on pourra choisir la moins mauvaise solution pour la femme. Et moi, je remercie les gens qui ont décidé de nous avoir autorisés à travailler dans de bonnes conditions. Également, les réductions embryonnaires. Jusqu'à maintenant, il y avait un vide juridique, donc elles n'étaient pas du tout encadrées. Aujourd'hui, elles le sont. Et on demande que la discussion, on a toujours une discussion en staff pluridisciplinaire, soit faite dans les centres de diagnostic prénatal. Et ça, c'est très bien aussi, puisque avant, certaines personnes faisant de l'assistance médicale à la procréation, suite à des petites erreurs de réimplantation de nombre d'embryons, de stimulation, faisaient tout seuls leur réduction embryonnaire. Aujourd'hui, ça sera encadré. C'est une très bonne nouvelle. Donc voilà, les discussions ne sont pas terminées. Donc ce que je vous présente là, j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises, c'est là où on en est aujourd'hui, mais il y a encore peut-être des choses qui vont bouger. Clairement, un besoin d'information des citoyens, mais aussi des professionnels et des décideurs. Il y a un tourisme médical inéluctable et quand on impose une interdiction alors qu'en Espagne, en Belgique, il y a des autorisations, ça met certains professionnels en grande difficulté parce que les patientes vont traverser la frontière pour avoir un test, elles reviennent avec leurs résultats et nous, qu'est-ce qu'on en fait ? Et puis, ça serait bien qu'on évalue aussi les procédures faites à l'étranger avant de dire non, parce que dans ces procédures, il y a quand même des très bonnes choses et on ferait mieux de s'en inspirer. Je vous remercie.